On passe des danses sacrées maintenant à autre chose qui est vraiment fondamentale dans la vie, c'est-à-dire ce qu'on fait avec soi-même, ce qu'on fait avec notre bagage de vie, où on s'en va. J'ai rencontré un tout petit peu plus tôt cette semaine Mme Annie Marquet, que je vous représente à l'instant dans cette entrevue que j'ai réalisée il y a quelques jours. Bonjour, Mme Marquet. Bonjour. Est-ce que vous êtes déjà venue à Waterloo auparavant? Oui, certainement, pour différentes raisons, soit pour magasiner ou même pour donner certains cours. Oui, et il y a longtemps de ça que vous avez commencé à donner des cours? Oui, il y a 15 ans que je donne le type de cours que je donne actuellement, bien que j'ai enseigné bien d'autres choses auparavant. Mais le type de cours que je donne, ça fait 15 ans maintenant. Et souvent dans la région aussi? Oui, 15 ans dans la région des Cantons de l'Est, Bromont, Knowlton maintenant, dans cette région-là. Qu'est-ce que vous aimez ici, dans la région, justement? Je dois dire que je suis arrivée dans la région un peu par hasard, comme s'il y avait un hasard, évidemment. Ouais. Et ce que j'ai trouvé de beau, c'est l'environnement, la qualité des personnes qui sont là aussi. Il n'y a pas de stress. Et puis, il y a une espèce de respect de la nature. Beaucoup d'aspects que j'aime beaucoup dans les Cantons de l'Est, puis c'est sur la beauté des montagnes. Vous avez parlé de toutes sortes de choses que vous avez fait. Vous avez étudié d'abord en mathématiques, je pense. Vous avez touché à l'économie, ensuite à la musique et au chant, comme si cette carrière scientifique était peut-être un peu trop scientifique, pour ensuite vous retourner vers la psychologie, la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Bien, en fait, ce qui s'est passé, maintenant je peux le voir a posteriori, c'est une grande recherche intérieure. J'étais en questionnement face au secret de la vie, je pourrais dire. Ouais. Je me disais, ou la question que je me posais, c'était comment est-ce que les êtres humains ont la possibilité d'être heureux parfois, pourquoi ils ont la possibilité d'être heureux, et comment est-ce qu'ils font d'autres fois pour être si malheureux ou violents ou destructeurs. Parce que je suis née pendant la guerre en France et puis j'ai vu toutes sortes de choses arriver en même temps que mes parents étaient, eux, pleins d'amour et de respect. Alors, je dis, il y a deux aspects dans l'être humain, un aspect qui est très, très positif et un aspect qui est très destructeur. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être l'un ou l'autre? Qu'est-ce qui fait que parfois on peut être tellement heureux, puis des fois tellement mal dans sa peau? Alors, quelque part, j'ai toujours été en recherche de cela. Alors, j'ai questionné les mathématiques parce que je pensais que les sciences me donneraient la réponse, m'ont donné quelques réponses au niveau de la rigueur mentale. Mais ensuite, j'ai aussi questionné l'art en musique, qui m'a donné aussi quelques réponses. Puis la spiritualité, autant orientale qu'occidentale, puisque j'étais même en Inde pour faire mes recherches, j'étais toujours en recherche. Puis la psychologie, spécialement la psychologie holistique, transpersonnelle, la psychologie qui s'est ouverte vers quelque chose de plus large que simplement la mécanique ordinaire. Oui, peut-être, je pourrais vous poser une petite question là-dessus, parce que les gens ne sont peut-être pas tout à fait habitués à ces termes-là. On parle beaucoup de connaissance de soi aujourd'hui, de démarche personnelle. Pouvez-vous nous en parler un peu? Bien, je peux le définir assez simplement. C'est que, en tant qu'être humain, il est certain qu'on a un corps physique, on a des pensées, on a des émotions, ça tout le monde le sait. On essaye de gérer tout cela du mieux que l'on peut. Et lorsqu'on commence à regarder la mécanique intérieure et qu'on va assez loin, on s'aperçoit que toute cette mécanique est dirigée par quelque chose qui est en arrière de cela, une conscience. Qu'on peut appeler de différents termes, bien certainement, mais quelque chose qui est au-delà du strictement personnel, qu'on appelait l'âme dans certaines traditions, mais d'autres mots aussi. Et c'est là qu'on commence à toucher l'essence, je dirais, de l'être humain. Et ce qui se passe actuellement dans le monde, partout, ici comme ailleurs, c'est que de plus en plus de personnes s'éveillent au fait qu'il existe à l'intérieur cette essence véritable, qui est faite de sérénité, de centrage, d'ouverture, d'intelligence, de conscience, d'amour, bien sûr. Cette essence existe à l'intérieur de chaque être humain et la connaissance de soi, pour moi, revient à connaître notre instrument, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, notre corps physique, qui vont nous permettre d'exprimer toutes les qualités de cette essence. Alors, cette essence, il n'y a pas de problème, elle est extraordinaire chez chaque être humain. Par contre, notre instrument n'est pas nécessairement toujours adapté à l'expression de cette essence. Alors, c'est pour ça que de plus en plus de gens sont à la recherche de cela, sous une forme ou sous une autre, avec une méthode ou une autre, ça n'a pas d'importance. Mais il y a définitivement une grande recherche actuellement et on veut savoir
comment est-ce qu'on pourrait vivre en paix avec soi-même, en paix avec les autres, comment garder notre énergie, comment rester positif, optimiste, même dans des situations qui sont difficiles, comment garder notre joie à l'intérieur. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est ça qu'on veut. Justement, pour vous, qu'est-ce que c'est le premier grand défi, par exemple, si on veut trouver la paix? Vous avez parlé du bonheur qui côtoie si souvent le malheur, et c'est dans nos propres vies. On se lève un matin, je ne sais pas pourquoi, ça va mal. Tout me tombe un peu sur les nerfs. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je peux faire quelque chose pour désamorcer ces pensées noires? Exactement. Est-ce que c'est pas un peu ça? C'est exactement ça. Désamorcer, vous avez très bien pris le terme adéquat, c'est comment désamorcer ces espèces de mécaniques intérieures qui, finalement, nous rendent malheureux, nous rendent prisonniers, nous enlèvent notre liberté. Parce qu'on voudrait bien vivre tous les jours dans l'amour, le rayonnement, la joie et l'énergie, mais même si on veut, et des fois, on n'y arrive pas. C'est pas comme ça qu'on vit. Alors, moi, ça a été l'objet de ma recherche en profondeur. Et c'est pour ça que j'ai questionné tous les domaines de la connaissance, presque, disons, peut-être pas tous, mais beaucoup, disons. C'est ça, il y a toujours plus à explorer. Mais pour savoir quels étaient les mécanismes à l'intérieur qui assuraient notre bonheur et notre liberté, c'est pour ça que mon dernier livre s'appelle « La liberté d'être », justement. Ouais. Quels étaient les mécanismes qui pouvaient assurer cela et quels étaient les mécanismes qui, au contraire, nous tenaient emprisonnés dans des choses qui ne sont pas nécessairement agréables. Je sais bien qu'en quelques minutes, on ne pourrait pas résumer toute votre approche, mais justement, comment ça fonctionne tout ça? Si on veut présenter ça peut-être en quelques minutes. En quelques mots, évidemment, c'est difficile à dire, mais on peut quand même faire un résumé en considérant que la connaissance de soi revient à la connaissance essentiellement de nos mécanismes mentaux et émotionnels. Et lorsqu'on commence à prendre connaissance de ces mécanismes-là, on voit très, très bien où sont les mécanismes qui sont négatifs et aussi d'où ils viennent. Et lorsqu'on arrive à désamorcer la source de ces mécanismes, à ce moment-là, bien, on n'est plus pris avec. C'est un petit peu comme dans une auto, si on arrive à voir où est la source de la panne, eh bien, on peut réparer. D'accord. Vous parlez parfois justement de ces mémoires et qui sont liées justement aux réactions émotionnelles qui font que ça ne va pas, que le bonheur est voilé par un gros nuage noir. C'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce que c'est que ces mémoires et d'où viennent-elles? Bien, ces mémoires, on les porte tous de mon expérience. C'est pas une philosophie, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé dans l'accompagnement de milliers de personnes et même dans ma propre vie. Comment est-ce qu'on est pris par des mémoires issues du passé? Alors, mémoires qui peuvent venir de la semaine dernière, de l'adolescence, de l'enfance, de la naissance. Beaucoup de mémoires se bloquent à la naissance, de patterns de vie se forment à la naissance et il y a des bonnes raisons pour cela que j'explique d'ailleurs dans mon livre. Beaucoup de patterns se forment aussi dans la vie intra-utérine et on peut dire que certains se forment même avant. Maintenant, là, ça implique, disons, divers types de modèles, mais que l'on considère que ce soit de cette vie-ci ou d'autres vies, ou de l'inconscient collectif, comme le grand Carl Jung nous l'a mentionné, cela n'a pas d'importance. L'important, c'est de savoir que ces mémoires, elles nous habitent. Et que, aussi, la deuxième chose qui est aussi très importante, qu'on peut s'en débarrasser, qu'on peut les défaire. Ces mémoires, on les a accumulées pour des raisons d'apprentissage. D'ailleurs, elles ne sont pas nécessairement négatives en tant que telles, mais à un moment donné, c'est comme si elles sont une entrave. Elles ont été une aide, elles nous ont permis de vivre certaines choses, mais à un moment donné, il faut s'en dégager. Et il y a moyen de s'en dégager. Alors, j'explique tout ça bien en détail, disons, dans mon dernier livre et même dans le précédent, Le pouvoir de choisir. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent pour qui tout ça est peut-être un peu nouveau et qui se diraient, par exemple, écoutez, moi, je sais très bien ce que j'ai en mémoire, je l'ai en mémoire. Et là, vous me parlez des mémoires périnatales autour de la naissance et vous me dites que ça pourrait venir d'une vie antérieure. De quelle façon, parce que vous êtes aussi une scientifique, de quelle façon on a pu se rendre compte, de façon concrète et puis prouver que justement, il y a plein de choses comme ça dont on ne se rappelle pas vraiment, parce qu'on parle de mémoire, mais qu'en même temps, sont inconscientes, parce qu'on parle beaucoup de l'inconscient. Vous êtes aussi dans la psychologie. Tout à fait. Comment ça s'est fait? Comment on a pu trouver tout ça de façon concrète? L'affaire, c'est qu'on a
nos mémoires qui nous conditionnent le plus ne sont pas ceux celles dont on se souvient réellement. Ce sont celles dont on ne se souvient pas. Comment est-ce que j'ai pu arriver à cette conclusion que ces mémoires conditionnaient notre vie actuelle? C'est simplement en travaillant et en expérimentant et en observant. Alors, étant scientifique, je ne suis pas partie dans des philosophies, j'ai expérimenté sur moi-même et avec les personnes qui ont bien voulu cheminer avec moi. Donc, j'ai expérimenté et j'ai regardé les résultats, parce que ce qui compte pour moi, est-ce qu'il y a des résultats? Alors, on a commencé à travailler, j'ai utilisé diverses techniques et à partir de diverses techniques, on s'est aperçu de la présence de ces mémoires parce que les gens les revivaient clairement, mais pas seulement les revivaient, mais lorsqu'on arrivait à les dégager, ça faisait une différence énorme dans leur vie. Alors, je me suis dit, si ça apporte une guérison, ça peut apporter au niveau physique, au niveau psychologique, si ça apporte du mieux-être, bien, voyons, prenons ce modèle-là, on défait les mémoires et ça permet réellement dans le quotidien de faire une différence. C'est ça qui a été pour moi la preuve, si on peut parler de preuve, parce qu'il n'y a pas encore de choses directement scientifiques, bien que ça s'en vient de plus en plus. Ouais. Les scientifiques commencent à prouver ces choses-là. Mais pour moi, l'intérêt, ça a été que cela pouvait apporter du bien-être et une beaucoup plus grande liberté, une plus grande paix dans la vie quotidienne des gens et pas à court terme. Il y a des gens que j'ai vus à un certain moment donné qui reviennent me voir 2, 3, 5 ans plus tard, me disent voilà ce que ça m'a apporté et ça reste. Parce qu'effectivement, quand on désamorce une mémoire, eh bien, elle est désamorcée. La mécanique n'est plus en place. Et alors, à ce moment-là, on est libre à l'intérieur. C'est ça qui est extraordinaire chez l'être humain, c'est qu'il a cette espèce de pouvoir d'auto-guérison. C'est un peu de tout ça que vous parlez dans ce livre que je tiens en main encore, La liberté d'être. C'est ça, c'est ça. Et est-ce que c'est un livre qui s'adresse aux gens, qui vient d'être publié d'ailleurs en 98, vous êtes encore en train d'en parler sur diverses tribunes. Est-ce que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde? À qui il s'adresse ce beau livre? Il s'adresse à tout le monde, toute personne qui est intéressée à sa propre recherche intérieure, qui veut comprendre. Parce que souvent, les gens font maintenant beaucoup de cours, d'expériences, à droite, à gauche, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, malgré tout leur enseignement ou leur compréhension même, ils n'arrivent pas à, ou leur, je dirais pas leur compréhension, mais leur adhésion à certains enseignements ou théories spirituelles ou philosophiques, ils n'arrivent pas à mettre ça en pratique dans le quotidien. Alors, ce livre-là, comme Le pouvoir de choisir d'ailleurs, qui est aussi très, très pratique, permet de comprendre ce qui nous empêche de mettre toutes ces belles philosophies en pratique dans le quotidien. Donc, une fois qu'on a compris cela, on peut le mettre en pratique, si on est intéressé. C'est aussi 2 livres qui sont utilisés par beaucoup de psychothérapeutes, psychologues. Pour eux-mêmes, ça leur permet d'ouvrir leur champ de connaissances et aussi ils le recommandent souvent à leurs clients. Donc, ça va, disons, de la personne tout simplement intéressée à elle-même à des professionnels de la relation d'aide qui y trouvent aussi beaucoup de renseignements et d'informations, comme dans nos cours. D'ailleurs, les cours que je donne à l'Institut, on a aussi bien des personnes en recherche personnelle que des professionnels de la relation d'aide qui viennent chercher un ressourcement. D'accord. Vous parliez dans ce livre aussi de la liberté d'être, et ça a attiré mon attention vraiment, des 5 structures de caractère. Oui. Il me semble être une façon assez intéressante de... Parce qu'on est toujours forcé à un moment ou à un autre, particulièrement quand on est scientifique, peut-être, de faire des classifications. Et vous avez trouvé 5 structures de caractère qui correspondraient à des défenses que les êtres humains mettent en place justement peut-être pour... enfin, vous pourrez me dire, pour se protéger de quoi d'abord? C'est ça. En fait, c'est une grille d'analyse que j'ai choisie parmi d'autres. Il y en a beaucoup. C'est une grille d'analyse que j'ai trouvée intéressante parce qu'elle décrit très pratiquement les comportements des êtres humains. Et lorsqu'on lit cela, soit on se reconnaît, soit on reconnaît son voisin ou son conjoint ou quelqu'un qui est autour de nous. Donc, c'est très pratique. Et en même temps, ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme on fonctionne et pourquoi les autres fonctionnent comme ils fonctionnent. Donc, ça nous permet de beaucoup mieux nous accepter nous-mêmes et aussi d'accepter les autres. Alors maintenant, vous me disiez pourquoi, disons, à quoi servent ces structures, ces systèmes de défense? Ouais. Ces systèmes sont là pour nous protéger de la souffrance momentanément.
lorsqu'il y a eu une expérience difficile et qu'on n'a pas été capable de, je dirais, gérer la difficulté, le stress, que ce soit un stress physique ou un stress psychologique, émotionnel, à ce moment-là, ce qu'on a construit, c'est un système de défense. Il nous a servi momentanément, mais la plupart du temps, il reste. Et c'est là qu'on reste pris dans des mécanismes qui sont négatifs ensuite dans notre vie et dont on n'est pas conscient. Une image qui pourrait peut-être être peut-être d'une certaine utilité. Ça me fait penser à, par exemple, une personne sur la rue devant qui on se présente, on lui marche sur le pied et tout de suite, elle tend le poing et elle nous tape dessus. C'est un système de défense, mais peut-être que la personne, à cause de cette défense-là, finalement, va simplement être dans une relation agressive qui va se perpétuer ensuite et n'en viendra pas être plus heureuse. C'est ça. Et une relation, on voit bien que c'est une relation qui va être très dommageable, mais surtout, c'est un système de défense qui n'est pas adéquat. Parce que si on pile sur le pied d'une personne par erreur, c'est sûr que, on s'excuse, mais ça ne mérite pas un coup de poing dans la figure. Et on voit comment, c'est un exemple très simple, le système de défense n'est pas adapté. Alors ça, c'est un exemple extrêmement simple, mais on est constamment en train de mettre dans notre vie en action des systèmes de défense qui ne sont pas du tout adaptés et qui sont juste en résonance avec des expériences passées. Alors c'est pour ça qu'on n'arrive pas à vivre notre vie en paix et vraiment en contact avec la réalité du moment présent. On nous dit souvent dans les grandes philosophies, vous savez, vivez le moment présent, on veut bien, mais comment faire cela? Oui, c'est-à-dire qu'on l'entend partout on maintenant, l'entend partout, tout ça. Mais, tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce que ces mémoires prennent le dessus sur nos réactions mentales, émotionnelles, et on a des comportements que parfois on est inconscient, ou des fois on est conscient, on regrette. Quel est le problème justement avec ces émotions-là qu'on vit? Bien, le problème, c'est ça. Je vous laisse aller, mais j'allais faire une remarque peut-être justement sur la philosophie bouddhiste qui nous parle beaucoup de ça, qui voit un train d'émotions passer et duquel on devrait peut-être se séparer pour être un peu plus justement centré et présent. Mais enfin, c'est très nouveau quand même pour notre civilisation, toute cette pensée. Oui, c'est nouveau et en même temps, ça fait résonner quelque chose de très familier, avec la précision suivante pour moi, de mon côté, c'est qu'il ne s'agit pas de nier les émotions ni de s'en débarrasser. Les émotions, c'est une partie de l'être humain qui est extrêmement importante et qui a son rôle à jouer. Il s'agit simplement d'apprendre à gérer nos émotions, d'apprendre à, je dirais, maîtriser nos émotions, non pas contrôler, mais maîtriser, et utiliser la puissance des émotions pour générer une vie qui soit positive, créatrice, qui soit une vie de contribution, de service, de création. Donc, toute cette puissance créatrice, elle a besoin de la puissance émotionnelle, mais une puissance émotionnelle au service de l'intelligence, de la créativité, je dirais même plus, au service de l'essence même. Et c'est ça le but de chaque être humain, c'est d'arriver à gérer toute cette mécanique mentale émotionnelle et la mettre au service de notre essence. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? Bien, on crée des choses belles et on crée facilement. On a du pouvoir, on a un pouvoir positif, dans le sens du pouvoir de création. On contribue au monde, on est dans un état de paix et de bien-être intérieur parce qu'on arrive à apporter ce qu'on a de meilleur dans le monde qu'on crée. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important quand je travaille avec des personnes, disons au sein de l'Institut, c'est leur permettre de retrouver leur propre pouvoir intérieur, pas seulement pour être bien dans leur peau, ça c'est le premier pas, mais le pas final, c'est leur permettre de faire une contribution positive dans le monde avec toute la richesse qu'ils portent. Je vous vois me dire ça, puis je trouve ça très, très beau. Votre sourire, d'ailleurs, est assez communicateur à ce niveau-là, mais justement, que pensez-vous de ce monde dans lequel on vit? Est-ce que c'est pas justement un peu bizarre de dire que aujourd'hui, au moment où il y a de plus en plus de pauvres qui côtoient les quelques riches de notre civilisation, de notre société nord-américaine, alors qu'il y a des guerres dans le monde qui sont des guerres vraiment technologiques, qui opposent des grandes multinationales, on dirait que les gens sont de plus en plus loin de leur environnement, en même temps qu'ils savent et qu'ils ressentent une urgence d'agir. En quoi une démarche comme la vôtre, justement, tient compte des grands problèmes de notre temps? Elle en tient compte de façon absolument fondamentale pour moi, en tout cas, parce qu'effectivement, le monde est en piteux état.
Et pour répondre rapidement à votre question, je dirais que la seule façon de remettre ce monde à l'endroit, qui est pas mal à l'envers pour l'instant, c'est qu'un certain nombre de personnes conscientes, intelligentes, commencent à fonctionner non plus à partir de la peur ou du désir de pouvoir, mais à partir de ce centre de paix et d'amour et de sérénité. Et si on arrive à être assez nombreux à vivre réellement dans cette conscience-là, il y a un phénomène que j'explique un peu dans mes livres qui fait que, je ne suis pas la seule à décrire, de toute façon c'est quelque chose qui est très connu, qui va faire que quelque part la conscience de l'humanité va changer. Il est certain que l'état actuel du monde demande un changement urgent. Et ce changement ne viendra pas, disons, de nos gouvernements ou de changements technologiques. Il ne faut pas attendre rien d'intéressant de ce côté-là. Ce changement viendra du changement de la conscience d'un certain nombre d'individus. Une conscience qui est facile à définir, il n'y a rien de mystérieux ou spécifiquement spirituel, je dirais, là-dedans. Une conscience de respect, de partage, de coopération, de communication vraie, de liberté. Les valeurs fondamentales, les valeurs fondamentales. Et c'est au fond ce que j'aide les gens à trouver, c'est être capable de revivre dans ce quotidien ces valeurs fondamentales. Alors, lorsque ces valeurs fondamentales vont être suffisamment partagées et suffisamment propagées, à ce moment-là, le monde va pouvoir changer. Est-ce que je suis optimiste? On n'a pas tellement le choix. Je pense que c'est le bras de levier le plus fort qui puisse exister, c'est le changement de la conscience des individus. Et je pense aussi qu'on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense à avoir cette nouvelle conscience. Je voyage, je rencontre des gens un peu partout dans le monde et je m'aperçois qu'on a le même langage, un langage de paix, de respect, un langage de partage, justement. Et c'est sûr que dans, disons, les nouvelles habituelles, on ne nous parle pas de cette nouvelle conscience et c'est dommage, mais on va en parler de plus en plus. Existe tout cela existe, et beaucoup plus qu'on le pense. D'accord. Et tout ça, ça se passe en grande partie à Knowlton, ici, près de chez nous, le centre, l'Institut de développement de la personne dont on peut donner ou redonner le numéro de téléphone. Et j'ai entendu dire aussi, et ça me semble très intéressant, qu'on y fait non seulement qu'on y suive vos conférences, certains ateliers, tout ça, pour justement apprendre à désamorcer toutes ces mémoires et ces peurs qu'on a emmagasinées, mais qu'on y fait aussi. Il y a une école de trapèze, est-ce que c'est bien juste? Tout à fait. De quelle façon, c'est ça, encore une fois, ça va ensemble tout ça? Bien, c'est que, disons, au sein de l'Institut, on a différentes approches de travail intérieur. Et il y a des approches plus thérapeutiques, spirituelles, méditatives, corporelles, et des approches aussi artistiques. Notre programme est très riche dans ce sens-là, et de cette approche artistique et aussi des capacités de ma fille Véronique est issue cette école de trapèze qui sert à donner à chaque personne intéressée une expérience de maîtrise. Alors, on ne fait pas du trapèze juste pour faire du trapèze ou pour faire de la performance. Oui, c'est sûr qu'ils font des spectacles qui sont d'ailleurs de toute beauté, mais c'est aussi et surtout pour donner la possibilité aux gens de dépasser leurs limites, dépasser leurs peurs, apprendre la maîtrise de l'énergie, autant physique qu'émotionnelle, parce que quand on est suspendu dans les airs, il faut maîtriser ses peurs. Donc, c'est tout en fait une pratique, je dirais, spirituelle ou psychologique qui est concrète dans le corps, dans le concret, à partir d'une expérience de trapèze. C'est très intéressant. Ça me fait penser d'ailleurs au yoga, qui finalement est la même chose. C'est une discipline physique, justement, et en même temps de conscience. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai fait du yoga pendant longtemps et ça s'inscrit dans la même lignée, sauf que les artistes qui aiment créer aiment offrir leur création à un moment donné à d'autres personnes. Et ce qui est intéressant dans les spectacles qu'ils donnent, c'est que, comme je disais, c'est pas juste un spectacle de divertissement, c'est un spectacle d'inspiration, où les spectateurs reçoivent cette énergie de création. Et en sortant, ils se disent, ben oui, moi aussi, je suis capable de dépasser mes limites. Moi aussi, je peux avoir ce centrage. C'est comme ça se communique, non pas par des mots, comme je fais moi dans mes cours, mais par l'exemple.
C'est ça qu'ils communiquent en fait dans leur spectacle. Eh bien, pour tous ceux que ça pourrait intéresser, justement, on a donné le numéro de téléphone. Je pense que ça peut avoir éveillé l'attention, attiré l'attention de plein de gens. C'est ça, et peut-être je pourrais mentionner, puisqu'on parle Oui. de cela, c'est qu'on a une conférence-spectacle, justement, dans notre région, à Sherbrooke. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent toujours nous appeler pour... D'accord, et ça se passe à quel moment, quelle date? Le 18 juin, à l'auditorium ou au théâtre de l'Université Bishop. Le 18 juin, c'est un vendredi soir. Donc, je donnerai une conférence sur un peu ce dont on vient de parler. Et dans la première partie, dans la deuxième partie, il y aura la performance de nos artistes au trapèze, qui sera donc une démonstration de ce qu'on peut faire lorsqu'on accepte de dépasser ses peurs et qu'on veut bien contribuer aux autres. Très bien. Merci, Annie Marquier. Alors, en terminant, je rappelle le titre de vos deux ouvrages ici, Le pouvoir de choisir et La liberté d'être, qui sont publiés aux éditions universelles du Verseau. Et puis, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. C'est bien intéressant. Et à une prochaine fois. Bien, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.